Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Bienvenue sur Expérience. Vous êtes donc avec Ferdinand Demba, votre hôte. Nous allons aujourd'hui vous entretenir sur des sujets d'actualité éventuellement, mais surtout faire un tour d'horizon sur l'engagement citoyen au Gabon. Nous allons donc pour cela accueillir aujourd'hui le 4e vice-président de l'Assemblée nationale de la transition, l'honorable Geoffroy Fumbola Libeka Makosso. Honorable, bonjour. Bonjour Ferdinand. Comment allez-vous? Super bien par la grâce de Dieu. Alors nous allons tout de suite engager la discussion sur 3 points principaux. D'abord la biographie de notre invité. Nous allons donc devoir parler de lui, de sa vie, d'où il vient, comment il en est arrivé justement à cet engagement citoyen qui est donc la deuxième partie de notre entretien. Et ensuite nous parlerons de l'actualité gabonaise ensemble. Honorable, qui est l'honorable Fumbola Libeka Makosso? Geoffroy Fumbola Libeka Makosso, de mon nom et prénom, est un Gabonais qui est né le 14 août 1983 du côté de Port-Gentil, d'une mère originaire de l'Anyanga, précisément Chibanga, et d'un père originaire de Kulamutu, donc dans l'Ogooué-Lolo. J'ai passé mon enfance auprès de ma grand-mère, donc auprès de mes grands-parents dans l'Ogooué-Lolo, Kulamutu précisément, où j'ai reçu l'essentiel de cette éducation qui fait assurément de moi ce que je suis aujourd'hui par rapport aux principes, par rapport aux valeurs, parce que j'ai grandi dans un environnement essentiellement traditionnel. Mon enfance, je vais la poursuivre ici à Libreville, donc à Kingele, chez moi à Kingele. Donc j'arrive à Kingele dans les années 91 chez ma maman, et c'est là où je passe toute ma vie. Je me définis comme étant un Gabonais, un pur Gabonais, né dans une province et voilà. Voilà. Alors, pour comprendre un peu, comment est-ce que l'on fait justement pour arriver à devenir l'acteur de la société civile, engagé évidemment pour toutes les questions citoyennes, surtout en rapport avec l'éducation. Qu'est-ce qui, dans l'environnement de Kingele, a justement façonné l'enfant qui est devenu aujourd'hui l'honorable? Il faut dire que depuis tout petit, j'ai horreur des injustices. J'ai horreur des injustices. Il n'y a pas eu un événement particulier qui ait marqué ma vie au point de me pousser à m'engager. Je n'ai pas été singulièrement victime d'une injustice. Mais j'ai toujours détesté et combattu les injustices, ça c'est d'une part, et j'ai toujours été actif pour défendre la cause des plus faibles. Au lycée, j'ai toujours été dans des coopératives. À l'université, dans des mutuelles. Le milieu ecclésiastique étant essentiellement un milieu où on prône la justice et où on travaille beaucoup en communauté, a assurément enraciné toutes ces valeurs qui bouillonnaient assurément déjà en moi. Pour vous rassurer, je n'ai pas été marqué par un événement particulier, comme peut-être pour certains, peut-être victime d'une maltraitance, de ceci. Non, non. Je n'ai pas connu ça. J'ai toujours été un enfant assez respectueux, un enfant assez tranquille. École, maison, j'ai toujours figuré parmi les premiers. D'ailleurs, mon premier contact avec la présidence de la République, c'est à l'époque dans les années 92 ou 93 où le président à l'époque recevait les premiers de chaque établissement primaire, et c'est à ce titre que je m'étais rendu pour la première fois à la présidence de la République quand j'étais en classe de CE1 ou CE2, quand j'étais premier de la classe. Il n'y a pas eu d'événement particulier, si ce n'est cet amour de défendre ce qui est juste. Alors, Kingele est justement connu comme étant un quartier périphérique. On le dit dans le jargon Mapani, donc c'est le ghetto en fait. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui à un jeune de Kingele qu'il est possible de vivre dans cet environnement-là, mais pourtant de rêver grand et de défendre éventuellement d'abord son environnement, mais surtout son pays, en un mot? Il faut dire que c'est pourquoi chaque fois je rappelle et je me définis comme un enfant de Kingele. C'est justement pour rappeler aux uns ou aux autres, contrairement à l'image péjorative qu'ils ont de ce type de milieu, que dans des quartiers comme cela, il n'y a pas
que des bandits, il n'y a pas que des braqueurs. Et je me réjouis d'ailleurs, le 4e secrétaire national de l'Assemblée nationale, Elwan Zondo, est aussi un fils de Kingele. Donc c'est pour dire en fait qu'on peut être dans des environnements définis comme étant hostiles et arriver à s'en sortir en prenant des valeurs, surtout en évoluant loin des milieux politiques parce qu'on sait que ce sont les principaux milieux d'ascension. Moi, j'ai évolué dans un cadre où j'étais totalement hostile au système sortant, au système Bongo PDG. Il faut dire que dans des quartiers comme les nôtres, c'est quasiment une culture. Combattre le système est une culture qui a été héritée de nos arrière-grands-parents qui ont grandi à Kingele, de nos parents qui ont grandi à Kingele. Par contre, quand tu soutiens le système, on te voit un peu bizarre dans des quartiers comme les nôtres. Donc, il faut simplement dire que chacun de nous a son histoire, chacun de nous a son destin, mais surtout, l'environnement ne doit pas conditionner qui nous sommes. C'est toujours ce message que j'ai eu à lancer. J'étais à l'Institut de gestion responsable des étudiants, enfant de Kingele, j'étais responsable de coopérative enfant de Kingele, donc c'est pas tant l'environnement qui a défini. Peut-être que ça a contribué à cette injustice-là et cette précarité ont sûrement contribué à enraciner ces principes-là de justice qui bouillonnent en moi, de démocratie et surtout de tout ce qui est violation de nos droits. Qu'il fallait impérativement combattre. Alors, l'engagement citoyen est un sujet d'actualité brûlant. Au Gabon, on parle d'engagement citoyen depuis maintenant quelques années. Qu'est-ce que l'engagement citoyen et pourquoi est-il important pour un pays comme le Gabon? L'engagement citoyen, pour moi, est la capacité de toute personne résidant dans une zone bien définie de pouvoir premièrement s'approprier les outils, les éléments qui font de lui un citoyen. Parce que il y a une différence pour moi entre être un individu et être un citoyen. Et malheureusement, au niveau du Gabon, le Gabon, à mon sens, plus composé d'individus que de citoyens. Combien de personnes connaissent leurs droits? Nous sommes en période de transition. Combien de Gabonais prennent le temps de s'approprier la charte, de s'approprier la constitution du 26 mars 1991 pour comprendre quels sont leurs devoirs et quels sont leurs droits? C'est seulement si vous arrivez à vous approprier vos devoirs et vos droits que vous pouvez vous définir comme étant un citoyen. Et en ce sens, vous pouvez justement vous engager chaque fois que vous percevez que ces droits sont violés. Et en ce qui me concerne, c'est ce qui guide mon action. L'engagement citoyen, pour moi, a d'abord été ma capacité à définir le citoyen que je suis en m'appropriant les textes qui organisent mon pays et à pouvoir dénoncer, combattre tout acte, toute action allant dans le sens de violer ces principes-là qui régissent notre société. Alors aujourd'hui, au Gabon, on a constaté, en tout cas pour au moins l'année 2023, que beaucoup de Gabonais se sont intéressés justement à l'action citoyenne, à l'engagement citoyen. On sait et on se rappelle qu'en 2021, l'une des actions d'ailleurs qui vous a, on va dire, un peu plus fait connaître auprès des compatriotes qui ne vous connaissaient pas, c'était la saisine de la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité des décisions gouvernementales applicables depuis le 15 décembre 2021 relative à la gestion de la Covid-19. Donc l'organisation gouvernementale qui a géré la Covid-19, donc cette pandémie qui a quasiment décimé une bonne partie du monde, a commis quelques erreurs qui apparemment n'étaient pas perceptibles par l'ensemble des citoyens. Et c'est donc grâce à, on va dire, l'activisme dont vous avez fait preuve aux côtés d'ailleurs d'autres compatriotes au sein du COPIL citoyen, que les Gabonais découvrent qu'en fait, il est possible de contester les décisions gouvernementales et qu'il était donc possible que la Cour constitutionnelle d'ailleurs arrive à invalider ces décisions. Alors comment aujourd'hui on peut faire comprendre aux Gabonais l'intérêt de l'engagement citoyen et pourquoi est-ce que ça marcherait pour les uns et pas pour les autres? Non, mais déjà, mon premier contact à la Cour constitutionnelle date de 2015 ou 2017.
lorsque, sous le ministre Guy Bertrand Mapangou, le gouvernement décide d'augmenter les droits universitaires. Vous vous rappelez, on part de 9 000 à 35 000 au premier cycle, à 50 000 le second cycle et à 75 000 en cycle doctoral. Terminé à peine à l'Institut de gestion, je me lance à peine dans la vie professionnelle. Et j'avais trouvé injuste que des personnes qui avaient tout leur temps eu à bénéficier de 9 000 francs de droits universitaires puissent imposer plus. La première saisine à la Cour, c'était dans cette période-là, pour contester l'augmentation des droits universitaires. Certes, la saisine avait été rejetée, mais elle a eu au moins le mérite, dans l'un des avis de la Cour, à pouvoir harmoniser les droits universitaires à 35 000 tout cycle conforme. Voyez-vous, des questions comme celle-là intéressent peu de personnes. Et c'est tout à fait normal hein, qu'en ce temps, on ne pouvait pas. Et pourtant, c'est une décision qui touchait quand même près de 100 000 étudiants. Et malgré le fait qu'une décision et une action comme celle-là ait été menée, il n'y a pas eu un relais assez conséquent. Par contre, la Covid était une question universelle parce qu'elle n'épargnait personne. Elle touchait tout le monde, même les gouvernants et leurs familles. C'est tout à fait normal que lorsqu'on décide de mener une action sur un sujet comme celui-là, ben, que cette action-là soit rapidement relayée et qu'on ait le sentiment de découvrir la personne, les saisines. Lorsque, par exemple, on avait contesté l'augmentation des droits universitaires, j'avais en ce temps travaillé avec l'Union de la mutuelle estudiantine du Gabon, qui en ce temps aussi avait instruit sa toute première requête au niveau de la Cour. Parce que ces étudiants ne savaient pas aussi, un peu comme vous le dites, qu'eux, en tant qu'étudiants, ils pouvaient saisir la Cour sur une violation. En ce temps également, je travaille avec la Fédération des coopératives scolaires, justement à l'époque avec le jeune Jaurès, qui était le secrétaire général de la mutuelle de Capon. Jaurès Nguema. Jaurès Nguema. Pour justement les instruire à utiliser les canaux institutionnels de leur pays pour défendre leurs droits. Il faut dire que cette culture, on a commencé à la partager depuis fort longtemps. Et ce qui s'est passé lors de la Covid n'est plutôt que la continuité de ce que nous avons commencé depuis, mais qui était peut-être méconnu, parce que le sujet n'avait pas une portée générale, comme la Covid-19. Vous avez vu qu'on n'a pas eu, en ce qui nous concerne au niveau du COPIL, on n'a pas eu besoin d'être des juristes pour pouvoir attaquer des décisions du gouvernement et avoir 2 fois de suite raison auprès de la Cour constitutionnelle. C'est une façon, pour nous, d'inviter chaque citoyen à comprendre qu'une fois que tu as un minimum de connaissances sur les droits et les devoirs qui sont les tiens, tu peux effectivement saisir toutes les juridictions donc les textes du pays, que ce soit législatif ou réglementaire, te donnent la compétence. En dehors de la Cour, on a également saisi sur, par exemple, toujours les questions des détournements des fonds Covid. On a saisi la Cour des comptes. En tant que citoyen, on a saisi la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. On avait même porté plainte, on a une plainte pendante au niveau du tribunal contre les gestionnaires justement des fonds Covid en ce temps. Mais on a mené toutes ces actions parce qu'on était conscient de nos droits. On n'a pas eu besoin de diffamer, d'insulter, de dénigrer, d'avoir des propos irrespectueux envers les autorités. On a simplement utilisé les canaux appropriés, fondant notre démarche sur notre qualité de citoyen, encadrée par la Constitution, laquelle Constitution nous permettait d'agir de cette façon. Alors, pour revenir justement sur les droits et devoirs du citoyen, comment est-ce que l'engagement citoyen peut-il aujourd'hui contribuer à la résolution des problèmes socio-économiques au Gabon? Mais il faut dire que quand on a une conscience de notre qualité de citoyen, logiquement, ce qui doit suivre, c'est la naissance d'un esprit patriotique. Parce qu'on peut être conscient d'être citoyen et ne pas être patriote. Donc c'est ça en fait la beauté, la complémentarité de l'engagement citoyen. C'est cette addition de notre conscience de citoyen et la culture de l'esprit patriotique. Pourquoi je le dis en fait? Parce que si on est conscient de nos droits et de nos devoirs, l'esprit patriotique évitera qu'on utilise cette connaissance de nos droits et de nos devoirs
pour poser des actes en contournant les canaux qui sied afin de bénéficier de certains avantages. On a par exemple ceux qui ont géré le pays. Pas qu'ils étaient inconscients de leurs droits et de leurs devoirs. Un ministre sait qu'il est protégé, un député, par exemple, qui vote une loi qui n'est pas profitable au pays. Il est conscient qu'il est député, il est conscient qu'il a son immunité. Mais l'esprit patriotique fera que le manque de patriotisme fera que, au lieu d'utiliser cette immunité pour défendre bec et ongle ce qui est juste, il va utiliser cette immunité pour soutenir ce qui est injuste parce qu'il sait que dans tous les cas, il ne sera pas poursuivi. On voit que là, on est en face d'un citoyen qui connaît ses droits, qui connaît ses devoirs, mais qui manque de patriotisme. Et tant qu'on n'a pas fait cette jonction entre la conscience citoyenne et l'esprit patriotique, il serait difficile pour nous de nous définir comme étant réellement engagés du point de vue citoyen. Nous, en ce qui me concerne singulièrement, mon engagement, il est basé à la fois sur la connaissance de ma qualité de citoyen et des droits et devoirs qui sont les miens, mais surtout par la culture de cet esprit patriotique. Parce qu'une patrie, on peut la défendre, on doit la défendre, jusqu'à y laisser son dernier souffle de vie. C'est ce qui a justifié cette attitude jugée par certains un peu suicidaire pour nous, dans une période où le régime était aux abois, et on a tous vu comment est-ce que ce régime-là traitait certains compatriotes, même certains anciens de leurs collaborateurs, comme des ministres, comme des directeurs de cabinet, sans humanité. Alors, aujourd'hui, de nombreux compatriotes pensent que votre dynamisme a changé, en tout cas a ralenti, depuis votre nomination en tant que 4e vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. Quel est le regard aujourd'hui que l'acteur de la société civile devenu honorable a sur la société de manière générale? Mais ceux qui le disent, je fais mienne leurs observations. Et cela me conforte dans la position où il faut que je continue ce chantier-là, celui de l'éveil de conscience. Quand je parlais de la conscience citoyenne, c'est tout ça. Voyez-vous, je prends un cas simple. En tant qu'acteur civique, j'interpellais les autorités. Après avoir déposé un courrier, en le faisant à travers des lives, comme vous le voyez, devant leur bureau, devant la primature, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, ça c'est l'acteur civique. Mais je le faisais pourquoi? Pour interpeller les autorités, parce que je n'avais pas d'autre tribune que celle-là, du fait que la qualité de citoyen non-autorité, si on peut le dire, ne me permettait que d'agir de la sorte. Mais autorité devenue, si j'ai envie d'interpeller le Premier ministre, je fais quoi? Je prends encore mon téléphone, je dépose un courrier devant le bureau et puis je me mets là devant le bâtiment de la primature en disant « Oui, je suis Geoffroy Fungula Libeka, 4e vice-président de l'Assemblée, j'interpelle le Premier ministre. » En fait, c'est ce que les citoyens s'attendent à voir. Et c'est dans ce sens qu'ils vous disent « Non, mais on ne vous sent plus. » Ils veulent vous voir peut-être en live lorsque vous recevez des gens en audience. « Oui, bonjour, je reçois Ferdinand Demba ici au bureau de l'Assemblée nationale. » Non. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à avoir cette conscience citoyenne, vous n'allez pas distinguer les codes qui régissent la qualité de citoyen et les codes qui régissent la qualité d'autorité. Je suis autorité aujourd'hui. Si j'ai envie d'interpeller ceux que j'interpellais hier devant leur bureau, les ministres, ainsi de suite, en tant que député, je le fais à l'hémicycle sur le pupitre. C'est ce que je fais depuis. Quand j'interpelle le Premier ministre, c'est depuis la tribune de l'Assemblée nationale parce que dorénavant, c'est la place qui m'est donnée pour pouvoir les interpeller. J'ai interpellé récemment le ministre de l'Intérieur sur les questions d'attribution de la nationalité. Si je n'avais pas été député de la transition, j'aurais interpellé le même ministre devant ses bureaux, devant son bâtiment, parce que c'est ce cadre-là qui sied à celui de citoyen. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que malheureusement, beaucoup de citoyens voient l'engagement de certains comme étant, je ne sais pas si c'est un jeu ou pour eux c'est une série, ils attendent d'avoir des épisodes en continu. Or, nous, quand on s'engage, ce n'est pas dans l'idée de faire du buzz, de créer de la sensation, de nourrir des émotions. On s'engage dans l'idée de transmettre cette envie-là à d'autres citoyens.
Malheureusement, les citoyens ne veulent pas. Ils veulent vous voir, vous, autorité, sur le terrain. Ils veulent vous voir à l'hémicycle. Et eux, ils sont derrière des claviers en train de distribuer des bonnes et des mauvaises notes. Vous dire, bon, là, hier, il était, mais aujourd'hui. Mais quand vous, par exemple, dans le cadre de l'engagement civique, vous lancez des invitations aux citoyens pour dire, on a un mouvement appelé Copie Citoyen. On a envie d'avoir une audience plus importante. On veut former plus de personnes. Venez adhérer au mouvement. Les gens ne viennent pas. Oh non, vous savez comment le pays est. Oh, on vous observe d'abord parce qu'on connaît comment les mouvements sont. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Et on vous intente même des procès en intention alors que on ne sait pas véritablement vers où ça va. Je vous prends un cas simple. Aujourd'hui, le nouveau porte-parole du Copie Citoyen, Madame Johanna Boussamba, qui était avec moi au lycée, avec moi au niveau du 3e arrondissement, elle est porte-parole du Copie Citoyen. Cette dame dynamique, par exemple, a rejoint notre mouvement au mois de juillet. Comment est-ce que moi je fais la rencontre de Johanna Boussamba? C'est sur les réseaux, quand je donne des formations en ligne. Vous vous rappelez la série de formations que je donnais sur l'engagement civique et ainsi de suite. Cette jeune dame dynamique, elle réside en France, où elle a une vie tranquille. Mais suite aux formations que je donnais, elle a été convaincue de se lancer pleinement dans l'engagement civique. Elle a tout abandonné en France, elle a pris son billet, elle est venue s'installer au Gabon en disant, Monsieur Fumla, moi je crois en ce que vous faites, j'ai été convaincu par l'engagement du Copie Citoyen, je m'engage. Ça, c'est l'engagement. Elle s'est engagée à ce jour, elle est demeurée constante. Contrairement à ceux qui disent me suivre depuis des années, qui en dehors des likes, des commentaires et autres, ne feront jamais ce pas parce qu'ils estiment que non, bon, ce sont les choses d'une catégorie de personnes et non réservées à tout. D'accord. Alors, revenons maintenant sur l'actualité. Le 12 janvier dernier, vous avez organisé une rencontre donc pour faire un compte-rendu parlementaire avec certains de vos collègues députés du Copil Citoyen. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de cette rencontre-là pour ceux justement qui ne l'ont pas suivi? Mais en fait, il était question de faire un compte-rendu parlementaire. Là encore, c'est une démarche patriotique des députés et des volontaires du Copil Citoyen parce que du point de vue légal, nous n'avons aucune obligation de faire des comptes rendus parlementaires du fait que les budgets alloués justement à cette activité ont été supprimés, le fait que les collaborateurs devant aider les députés à préparer cette activité ont été supprimés. Donc le député aujourd'hui, dans le cadre de la transition, est à la fois son secrétaire, il est à la fois son attaché parlementaire, il est tout à la fois. Donc malgré ces suppressions et autres, nous avons quand même tenu à rendre compte à la population des travaux que nous avons eu à mener tout au long de la deuxième session ordinaire 2023, qui est aussi la toute première session du Parlement de la transition. On a expliqué aux citoyens, notamment à la presse, vous étiez présents, on vous en remercie, les différents textes que nous avons adoptés au nombre de 9. Au nombre de ces 9 textes, on compte également la loi de finances que nous avons présentée, qui a été arrêtée à 4 162 milliards en ressources et en dépenses. Nous avons expliqué comment et sur quelle hypothèse étaient bâties les ressources de l'État. Il faut rappeler que près de 60-70%, sinon un peu plus, de nos ressources propres reposent essentiellement sur le pétrole, sur le bois débité et sur le manganèse. Nous avons expliqué que le budget, ce sont des prévisions, ce ne sont pas des liquidités qui sont déjà disponibles et que l'atteinte de ce budget était conditionnée par la non-flexibilité, du moins la non-flexibilité négative des hypothèses que nous avons établies. Lesquelles hypothèses, par exemple, la production de pétrole se chiffre à 80,3 millions de barils à produire, qui doivent se vendre, je pense, autour de 72 $. La production de manganèse a été ramenée à 10 000 tonnes. Et la production de bois débité, si mes souvenirs sont bons, autour de 1,30 million de mètres cubes. Et nous avons expliqué, nous avons également justifié la hausse de la mobilisation de nos recettes, notamment nous appuyant sur
l'augmentation des participations de l'État. Dans le budget 2024, ces participations ont connu une croissance de près de 364%, laquelle croissance est essentiellement portée par les mécanismes mis en place par le gouvernement de la transition visant à centraliser toutes les participations de l'État qui étaient dispersées sous le régime déchu. Pour comprendre cela de façon simple, on va vous dire que sur l'ensemble des participations de l'État, par exemple, sur peut-être 200 milliards qui devaient réellement rentrer dans les caisses du Trésor, 50 milliards à peine rentrés étaient inscrits dans la loi de finances et le reste était réparti dans des comptes assurément séquestres ou offshore. Donc, le ministre de l'économie et le ministre des Finances ont œuvré à identifier toutes ces ressources qui étaient dispersées pour les ramener dans les caisses du Trésor. Un autre fait marquant, vous savez que depuis 2 ans, 3 ans, il y a eu une taxe sur les retraits qui a été prise sous le régime déchu, laquelle taxe, par exemple, prélève 2% sur un cumul de 5 millions de montants retirés dans votre compte. Vous allez vous rendre compte qu'en 2023, par exemple, l'inscription budgétaire était de 3 millions pour cette taxe. Or, en 2024, cette inscription est de 7 milliards, soit une croissance de plus de 250 000%. Pourquoi? Parce que vous pouvez le comprendre, le gap entre les 3 millions inscrits en 2023 et les 7 milliards en 2024, c'est 7 milliards et quelques prenaient une autre direction. Donc là aussi, le ministre des Finances et de l'Économie ont veillé à ramener le tout dans les caisses de l'État. Et on a expliqué, ce sont certains éléments qui justifient la croissance des recettes. On a expliqué également la croissance au niveau des dépenses. On a essentiellement 594 milliards d'investissements. C'est une première. Il faut dire que sous le système déchu, les investissements ne dépassaient pas les 300 milliards. Or, on ne peut pas développer un pays sans investir. Et dans ces 594 milliards, il y a 200 milliards dits des projets prioritaires du CTRI. Ça ne veut pas dire qu'il y a une enveloppe de 200 milliards qui a été affectée au CTRI pour que le CTRI réalise des projets en dehors de ce qui est prévu dans la loi de finances. 220 milliards de projets prioritaires, c'est simplement une façon de dire que sur les 594 milliards d'investissements, en matière d'infrastructures et autres logés dans les budgets, les crédits du ministère des Travaux publics, le CTRI priorise un bon nombre de projets sur tous ceux qui seront financés. Et ce sont ces projets qu'ils définissent comme étant leurs projets prioritaires. J'insiste là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses que l'on a entendues sur les réseaux en disant « mais comment se fait-il qu'on va donner de l'argent au CTRI? Est-ce que c'est une nouvelle ANGT qui va… » Non, non, ça n'a vraiment rien à voir. C'est simplement une façon de dire que le CTRI accorde un regard particulier sur un bon nombre de projets, notamment la réfection du pont, par exemple, des Belles à Banga, la transformation de plusieurs ponts en bois en des ponts en béton, les travaux sur les voiries urbaines. Il y a autant de projets. Le CTRI estime que s'il y a un peu d'argent, même si on n'atteint pas les hypothèses qu'on a fixées pour élaborer la loi de finances, mais si on a un petit enfant qui rentre dans les caisses du Trésor, ce fonds-là doit être prioritairement affecté à la réalisation de ce type de projet. Parfait. Alors, une dernière question sur l'actualité concernant les critères d'attribution de bourse. C'est un sujet brûlant actuellement. Quel est le regard aujourd'hui de celui qui a été pendant longtemps président de l'ONG EDUCAF, donc qui connaît très bien le système éducatif gabonais et ses difficultés? Est-ce que la décision aujourd'hui des autorités de la transition de mettre un critère, une sorte de plafond en tout cas pour l'obtention de la bourse à 12 de moyenne aujourd'hui est un critère qui pourrait être acceptable, sachant les conditions on va dire, de l'enseignement au niveau de l'éducation nationale aujourd'hui? Il faut dire que déjà, moi, au niveau de la loi de finances, je vous le dis clairement, je n'étais pas pour le retour des bourses cette année. Parce que je pars du principe que les élèves ont besoin de plus que ça. La bourse n'est pas pour moi au lycée, surtout, n'est pas pour moi un instrument social. C'est un instrument d'incitation à la performance, un instrument d'encouragement. Parce que j'estime que les élèves ont besoin de plus que ça. Je vous prends un cas simple, 12 milliards aujourd'hui. Bien,
Mais entre 12 milliards des bourses et prendre cette enveloppe pour l'affecter à la réfection, par exemple, des internats, augmenter les capacités d'accueil de ces internats, améliorer les plateaux sportifs, je pense notamment au lycée technique, qui avait une piscine olympique, qui avait un stade, ainsi de suite. Parce que l'apprenant et le citoyen de demain que l'on forme n'est pas seulement celui qui a 10 sur 20, 10 sur 10 à l'école, ou bien qui a 20 de moyenne. Parce que l'école, elle n'est pas faite pour tout le monde. Quand je parle de l'école, c'est au sens pédagogique. Tous ceux qui sont dans des universités américaines ne le sont pas parce qu'ils sont les meilleurs en classe. D'autres le sont à cause de leur performance sportive, à cause de leur performance culturelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, ma priorité était de voir d'abord comment améliorer ces conditions. Permettre aux parents qui est dans un village reculé, qui envoie son enfant apprendre à la capitale provinciale, de voir comment soulager ce parent-là du point de vue économique. Parce que vous imaginez un parent comme celui-là qui envoie son enfant à la capitale ou dans l'établissement, il n'y a pas d'internat, ce parent sera amené à payer le loyer de l'enfant, amené à payer la restauration. Et même si l'enfant est performant, ce n'est pas 24 000 par trimestre à raison de 8 000 francs par mois qui permettrait à cet enfant-là de s'en sortir. Je pense qu'il y a des priorités. Ça, c'est de 1. Le 12 de moyenne, pour moi, n'est pas tant un problème. Ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque le président de la transition prend l'engagement de ramener la bourse, premièrement, il n'a pas précisé les critères. Et quand il le fait à une période, je pense que c'était le 1er septembre, parce que nous, il nous reçoit, c'est le 1er septembre. Donc, c'est 2 jours après le coup d'État. Il n'y a pas encore de parlement, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a aucune institution, il n'y a pas de techniciens qui peuvent l'aider, lui, à prendre la décision qui s'y est. Il exprime sa volonté. Et c'est pour cela que dans son discours d'investiture, il dit qu'il va instruire le futur gouvernement à prendre des dispositions qui s'y est. Peut-être que ce futur gouvernement a fait comprendre au président de la transition que, au lieu d'affecter 12 milliards des bourses, il est mieux de reporter l'attribution des bourses pour qu'on prenne ces 12 milliards-là, ou bien ces 18 milliards, au lieu d'affecter 18 milliards pour donner aux enfants des bourses allant de 10, ceux qui ont 10 de moyenne à plus, il était mieux peut-être de prendre ces 18 milliards-là pour renforcer les investissements pour la réfection des établissements. On aurait pu faire cette proposition au président. Mais comme étant le président, il se peut qu'il ait dit à ses techniciens que moi j'ai pris un engagement. Même s'il n'est peut-être pas possible que la bourse soit attribuée à tout le monde cette année, mais il faut au moins qu'on commence quelque part cette année. C'est dans ce sens que moi j'entends le critère de 12 sur 20. Mais je ne pense pas que le 12 sur 20 sous-entend qu'on va rester là à ce niveau. Peut-être que si on améliore les conditions, peut-être que si les autorités de transition, le gouvernement, arrivent à améliorer la collecte de nos recettes, on se retrouve avec des ressources propres qui peuvent partir peut-être de 2 milliards à 4 000 milliards, 2 000 milliards à 4 000 milliards parce qu'on aurait identifié tous ces canaux où l'argent prenait une autre direction. Peut-être que cette bourse ne serait même plus de 24 000. Peut-être qu'elle serait de 50 000. Le problème de bourse, pour moi, n'est pas un souci. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est par exemple de voir des parents. Je n'ai lu aucun commentaire d'un parent priorisant l'amélioration des conditions d'études de leurs enfants. J'ai vu ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est un acharnement prioritairement des parents, disant qu'il faut que les enfants aient leur bourse à partir de 10. Mais est-ce que c'est parce qu'on aurait remis la bourse aux enfants à partir de 10 que leurs conditions, les conditions vont s'améliorer? Non. Donc là également, je pense qu'on est encore très loin en matière de culture citoyenne. Parce que pour moi, le caractère citoyen aurait consisté à déterminer les priorités. Si on a un peu d'argent, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est de prendre 12 milliards, 18 milliards, 50 milliards, les donner à des enfants? Ce ne serait qu'un encouragement. Ils vont faire qu'acheter un souvenir avec. 24 millions, on a tous suivi la bourse en notre temps. Ce n'est pas avec la bourse qu'on prenait des souvenirs. Je pouvais t'acheter une nouvelle chaussure, ainsi de suite. C'est 24 000. Mais quelle est la priorité? Moi, je pense, en matière de conditions, qu'il faut qu'on restitue les choses dans leur contexte. Le président l'a dit à une période où il n'y avait pas de technicien pour lui dire
que c'était faisable ou non. Maintenant qu'il avait instruit ses techniciens et que ces techniciens lui ont dit que c'est faisable, cette année, mais à partir de telles conditions, je ne sais pas où est le mal. Est-ce que ça a été mauvais pour le président de la transition de penser prioritairement, 48 heures après avoir fait le coup d'État, qu'il fallait ramener la bourse? Est-ce que ça a été une mauvaise décision? Si je dis, si on estime que la décision n'a pas été mauvaise, ce qu'on doit faire, c'est de premièrement saluer déjà le retour d'une inscription budgétaire pour les bourses au lycée et ensuite plaider pour que ces bourses-là soient étendues à ceux qui auront peut-être 10 sur 20 à partir de l'année prochaine. Pourquoi pas même que ces bourses-là soient révalorisées. Mais voir les gens agir comme si ce n'était pas déjà un effort, ça je ne l'ai par exemple plus. Les gens qui ont dit non, mais même s'il a ramené les bourses, ça ne veut rien dire tant que ce n'est pas donné à ceux qui ont 10 sur 20. Je dis, mais en fait, c'est faire preuve de mauvaise foi parce qu'on n'a pas vu ces mêmes personnes-là, pendant toute la période où la bourse a été suspendue, sortir pour exiger à Ali Bongo le retour des bourses. Les gens sont restés dans leur maison, les parents étaient tranquilles, personne ne se plaignait, on a tout cautionné, et une personne arrive en disant qu'il faut qu'on commence par relancer les bourses avec l'hypothèse que ces bourses vont être améliorées, parce que c'est au niveau du Parlement que nous prenons la décision en amendant la loi de finances. Il faut quand même qu'on commence à reconnaître qu'il y a un début. On doit maintenant plaider pour que les choses s'améliorent. Alors, ce sera peut-être sur cette note-là que prendra fin notre entretien. Le mot de fin sera donc un appel aux citoyens que l'on vous laisse le soin de lancer. L'appel aux citoyens, il est tout simple. Le Gabon, c'est le Gabon de tout le monde. Et tous autant que nous sommes, nous devons nous investir de la même façon. Il n'y a pas un Gabon où certains sont nés pour défendre d'autres et d'autres se considèrent comme étant des téléspectateurs ou assis derrière un clavier. Ils peuvent apprécier les actions des uns et des autres. Il faut qu'on sorte de là. Aimer le Gabon, c'est se battre au prix de sa vie. C'est ce que nous avons fait. Pas dans des conditions qui aujourd'hui, on va dire, mais nous on l'a fait dans des périodes où on a risqué notre vie, où le système n'était pas tendre. On était conscient qu'il pouvait nous arriver quelque chose à tout moment. Donc s'il fallait qu'on se rétracte, c'est pas là où toutes les conditions sont réunies. On se serait rétracté sous le système déchu. S'il fallait que l'on cherche à devenir riche avec l'argent du contribuable, c'est pas là où vous connaissez le traitement des parlementaires, réduit quasiment le budget de l'Assemblée nationale en matière de biens et services, a été réduit de 71%. C'est pas dans ces conditions qu'on va chercher à devenir riche, alors qu'on aurait pu l'être lorsque le système Bongo PDG nous proposait tout et rien à la fois. Malheureusement, il faut qu'on apprenne à nous engager. Il faut que l'on apprenne à s'investir pour notre pays. Il faut qu'on cesse de défendre uniquement notre bout de pain et qu'on soit prêt à le sacrifier pour protéger et défendre la boulangerie qui est le Gabon pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Et enfin, il nous faut également, dans le cadre de la conscience citoyenne, arriver à distinguer les champs de bataille dans lesquels nous sommes, parce qu'à chaque champ de bataille, il y a des armes appropriées. Quand tu es acteur civique, il y a des armes qui sont dévolues au combat civique. Quand tu es acteur militaire, comme ceux qui ont pris le pouvoir, il y a des armes dévolues aux militaires, notamment le coup d'État. Quand tu es autorité parlementaire, il y a des armes dévolues au combat parlementaire. Quand tu es ministre, il y a des armes appropriées au combat de ministre. Un ministre ne peut pas mener le combat d'un parlementaire. Un parlementaire ne peut pas mener le combat comme un acteur de la société civile. Un acteur de la société civile ne peut pas mener un combat comme un militaire. Les choses sont organisées. Et tant qu'on va refuser de pouvoir nous accommoder à cette organisation, il est tout à fait normal que l'on n'arrive pas à apprécier les actions des uns et des autres dans le compartiment qui est le leur. Donc, engagez-vous dans ce combat civique. On ose espérer qu'on aura davantage plus d'acteurs citoyens engagés qui reprendront justement ce combat-là que nous avons commencé, qui vont le pérenniser pendant que nous on poursuit ce combat, mais cette fois-ci au sein de l'hémicycle. Donc merci encore
pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Merci, honorable Geoffroy Fumbola Libeka Makosso. C'est donc sur ces deux mots principaux, protéger et défendre le Gabon, que cette émission prend fin aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été nombreux à nous regarder. N'oubliez surtout pas de partager, de liker l'ensemble de nos plateformes, Facebook, YouTube et Instagram également. Merci d'avoir été là avec nous. On se dit à la prochaine. Honorable, merci. C'est moi qui vous remercie.